Les monnaies locales, la vraie fausse bonne idée. Money, money, money. It's been funny. Il y a aussi money, money. Ah ouais, attends, il y en a une autre. I'm honey. Ah non, mais pas du tout, mais c'est pas ça les paroles en plus. Ah bon, c'est pas ça? Non, on en parle avec nos invités. Bon, c'est mieux, je pense. Hein. Ouais. Allez, on y va. Bonjour à vous et bienvenue dans cette seconde partie de Via Novo. Sommaire, Caroline. Les monnaies locales, elles sont complémentaires citoyennes. Elles peuvent être maintenant virtuelles, mais peuvent-elles aussi rapporter gros à un territoire? On pose la question à nos invités dans quelques instants. Et puis on retrouvera un nouvel épisode de D'Acqui et d'Altro, hein, le programme court de Via Nova maintenant. Ben, un peu aussi, de Viasté aussi, oui, qui vous emmène à la rencontre de la diaspora. On va aller à Rio de Janeiro aujourd'hui. Et puis, vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Via Nova, vous nous posez toutes vos questions. Mais comme chaque jour, on commence par la revue de presse. Ma petite Marie-Jo, ma petite Marie-Jo, elle est là, ouais. Une information qui fait encore toutes les unes, Marie-Jo. Oui, puis justement qui parle de monnaie, même de gros sous, hein, de gros sous carrément. Aujourd'hui, c'est lié. Hein. C'est énorme. Mais écoutez, on dirait qu'ils l'ont fait exprès. Oui. Aujourd'hui, c'est le PDG de Renault Nissan qui occupe une place de choix dans la presse. Pour le Parisien, c'est la chute de l'empereur Carlos Ghosn. Arrêté à Tokyo pour malversation, le patron emblématique du premier constructeur automobile mondial est soupçonné de fraude fiscale. Alors, le Figaro, de son côté, titre « Carlos Ghosn dans la tourmente » et ajoute que suite à cette interpellation, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est dans l'inconnu. Pour Libération, on est un petit peu moins conciliant quand même. Le titre, c'est quand même un jugement moral et un joli titre comme d'habitude parce qu'on est quand même avec Libé, donc voilà, Carlos Ghosn, 0 de conduite. On parle quand même d'automobile, c'est plutôt bien. Donc il est soupçonné d'avoir dissimulé au fisc japonais une partie de ses revenus. Donc le patron, évidemment, de Renault-Nissan a été arrêté. Pour eux, c'est la chute d'un patron vedette. Mais c'est une fraude, effectivement, sur un petit peu de revenus. Ce serait quand même de l'ordre de 39 millions, le petit peu de revenus. Oui, un patron vedette plutôt bien payé. Plutôt bien payé, vous avez raison, même extrêmement bien payé. Et l'humanité, d'ailleurs, accuse carrément Carlos Ghosn l'avidité sans foi ni loi. Et évidemment, en page intérieure, le quotidien développe aussi la chute du patron qui se croyait intouchable. Alors là, l'humanité enfonce complètement le clou en déclarant fraude fiscale, abus de biens sociaux, une déchéance brutale pour cette star mondiale du CAC 40 et de l'automobile. Mais l'humanité va un peu plus loin avec l'article qui est ici, qui est une interview en fait du sénateur PCF du Nord, Éric Bocquet, qui est rapporteur aussi d'une commission d'enquête sur la fraude fiscale. Et pour lui, c'est assez clair, la fraude fiscale en France est insuffisamment surveillée. Donc voilà, il note que les scandales à l'heure actuelle se multiplient. Avant, on en avait un par an, maintenant on n'est pas loin d'un par semaine. La vigilance est accrue, mais pour lui, la loi, en tout cas française, ne va pas assez loin. Et il note aussi évidemment l'indécence de salaires comme celui de Ghosn, qui s'élevait tout de même pour 2017 à 13 millions d'euros. C'est vrai que les scandales se multiplient. Et oui, d'ailleurs, le dernier Marianne revenait sur le scandale de FO. Vous vous souvenez de ces notes de frais gonflées. Et il illustrait avec un dessin de Bess, qui serait finalement, si on change légèrement la légende ici, complètement adaptable à ce qui se passe aujourd'hui avec Ghosn. Regardez, faut pas trop donner d'argent aux ouvriers qui savent pas compter. Voilà, c'est affreux, mais c'est comme ça, c'est un peu cynique. Et voilà, avec le gilet jaune en dessous, évidemment. Un coup d'œil aussi sur le site TTSO, je ne sais pas si vous connaissez ce site, qui livre chaque soir en 2 minutes l'essentiel de l'info et qui a choisi cette image et ce titre ironique si vous avez passé la journée dans un manga, parce qu'il fallait au moins ça effectivement pour louper l'info qui a été largement relayée sur les chaînes d'info et à la radio évidemment. Mais voilà, il était tellement apprécié au Japon qu'il était un personnage de manga. Ah, c'est une superstar au Japon. C'est une superstar, mais alors au Japon évidemment, vous pouvez monter très haut mais chuter très vite aussi, et là je pense que ça va être très difficile de s'en remettre. Et enfin avec l'opinion aussi qui annonce aussi évidemment l'interpellation toujours du même Ghosn avec le crash. C'est un titre qui est en rapport avec la voiture. Le crash Ghosn fragilise Renault. Et grâce au dessin de CAC, là, cette fois-ci, qui est ici, justement, eh bien, on fait le lien avec les gilets jaunes. Regardez, trop de taxes, le pauvre. C'est pour ça qu'il a mis un petit peu d'argent de côté. Oui, que deviennent les gilets jaunes? Alors, les gilets jaunes, il y a Libération qui revient en page intérieure dessus. Et on apprend qu'ils sont là jusqu'à Noël.
Ah. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. En tout cas, l'article a été, l'enquête a été réalisée à Rennes. Et on se rappelle quand même aussi de Notre-Dame-des-Landes. Bon, c'est pas en Bretagne, hein, c'est Pays de la Loire, mais c'était pas loin de Nantes, pardon. Ouais. Et donc voilà, on se demande si on va avoir une nouvelle, à nouveau Notre-Dame-des-Landes dans peu de temps. Et en Corse, ils sont toujours mobilisés? En Corse, oui, ça fait aussi encore la une de Corse Matin aujourd'hui, qui indique blocage à la source. Vous voyez, les Gilets jaunes sont toujours mobilisés à Bastia et ils empêchent l'accès au dépôt pétrolier de Luciane. C'est un petit peu récurrent chez nous hein, quand on veut bloquer quelque chose et justement quand ça a un rapport avec le carburant. Ce sont les dépôts pétroliers, c'est pas toujours très facile pour les usagers de la route. Puis je voulais aussi revenir sur une autre information parce qu'elle est importante, c'est en page intérieure et c'est voilà, la sortie de crise des déchets s'enfouit dans les désaccords. C'est quand même très important, on en a parlé régulièrement. Les 1200 tonnes qui sont bloquées à Coro restent bloquées. On avait vu déjà que les balles étaient en train de se disloquer. C'est vraiment une très mauvaise chose. La CDC est en train d'expliquer qu'en fait, si elle paye l'export qui est extrêmement cher à la tonne sur le continent, eh bien, ce sera au détriment des infrastructures routières. L'État a dit que ce n'était pas à elle de le faire. Et tous les dépôts sont saturés. Personne ne veut des ordures qui sont à venir. Donc voilà, là, nous sommes un petit peu dans l'impasse. On va suivre tout ça de très près. Merci beaucoup, Marie-Jo. On vous retrouve pour le débat. Oui, je reviens vous voir pour parler encore monnaie. Ah, très bien. Allez, en attendant, je vous propose de nous réchauffer un petit peu sous le soleil de Rio à la rencontre de Claudia Breilhart-Cecaldi, Sedacqui et Daltrò. Alors, ce qui m'a amené à Rio, déjà, c'est que j'ai fait un échange universitaire quand j'étais à Corte. Alors là, je suis toujours étudiante, je suis toujours en master de commerce international. Et là, je travaille en fait pour une agence immobilière de luxe qui s'appelle Rio Exclusive. Et donc, on a des biens là comme ce penthouse là qui est entre Copacabana et Ipanema. Donc, vous pouvez voir la vue quand même assez incroyable. Donc, c'est un cadre quand même sympa de travail. Et notamment parce que le marché de l'immobilier aussi ici est très intéressant. Là, on est en plein ici au Brésil. Vraiment, c'est vraiment le lieu idéal d'investissement. Alors bien sûr, tout le monde sait que la situation économique et politique est très instable ici au Brésil et qu'il y a une réelle misère humaine, quoi, et une violence quand même. Mais vraiment, je le conseille parce qu'ici, les gens la culture et le peuple brésilien est vraiment très ouvert. C'est vraiment plus une ville pour les jeunes parce qu'il y a des fêtes tout le temps. Le quartier que je fréquente vraiment à Rio, c'est Ipanema, Leblon et Copacabana un petit peu, mais c'est vraiment Ipanema et Leblon qui sont vraiment mes quartiers favoris parce qu'il y a plein de fêtes tout le temps et même, enfin, je veux dire, c'est très tranquille, c'est très sécurisé. Ce sont des quartiers vraiment cool. Venez au Brésil. Je pense que je vais y rester un petit peu au Brésil parce que j'aime vraiment beaucoup cette culture et maintenant j'ai aussi une vie, des amis et voilà, un travail aussi. Mais je pense que je reviendrai quand même en Corse plus tard. Et je trouve ça assez intéressant, voilà, même pour les jeunes qui veulent venir et qui ont des projets. Le projet de partir à l'étranger, vraiment, je les encourage à le faire parce que je pense qu'en Corse, on a besoin de profils compétents comme ça. Capable de s'adapter dans un environnement multiculturel et c'est vrai que rester là pour l'instant à Rio c'est pour moi certain, mais revenir en Corse ça l'est aussi. Voilà, faut partir pour mieux revenir. Voilà, belle philosophie, partir pour mieux revenir. Allez, il est 12h33, c'est l'heure du débat de Vianov. Alors, elles sont une quarantaine de monnaies alternatives à avoir trouvé leur place dans une économie locale. Ces devises sont complémentaires, citoyennes, environnementales et désormais virtuelles à l'image du Corsicoin qui s'inspire du très lucratif Bitcoin. Alors, les monnaies locales à la rescousse d'un territoire. On en parle aujourd'hui avec vous, Antoine Belgodère. Bonjour, économiste, c'est ça, professeur à l'université de Corse. Maître de conférence. Maître de conférence. Et Vincent Paoli, cofondateur donc de Corsicoin. C'est ça. Bienvenue. Merci. Et Marie-Jo, évidemment, qui nous a rejoint. Alors, on commence avec vous.
Vincent, donc vous avez créé ce Corsicoin. Vous êtes en pleine campagne de financement participatif. Alors pouvez-vous déjà tout simplement, j'ai envie de vous dire, nous présenter cette initiative? Alors le projet Corsicoin, c'est un projet de monnaie locale complémentaire dématérialisée. Et donc c'est la fusion d'une idéologie économique qui est de développer le tissu économique local d'un territoire, c'est-à-dire de la Corse, et un outil numérique, en l'occurrence une application, pour faciliter les achats de clients à des commerçants ou à des professions libérales. Alors l'idée c'est quoi? C'est de dématérialiser et la monnaie, bien sûr, on l'a bien compris, et les transactions aussi, pour limiter le nombre d'intermédiaires. Alors le projet c'est uniquement une version dématérialisée, une version numérique, donc une application pour convertir des euros en Corsicoin, qui est l'unité de monnaie locale complémentaire, pour faire ses achats, régler des biens ou des services. Il n'y aura pas de version papier, en tout cas dans l'immédiat, pour des questions de logistique et de coûts. Et 1 euro égale 1 Corsicoin? Tout à fait. C'est ça. Alors la première version de l'application, c'est une monnaie locale complémentaire, c'est très réglementé et il y a une parité Corsicoin-euro pour que les utilisateurs aient des repères parfaitement stables pour leurs achats. Et vous vous êtes lancé donc dans une campagne de financement participatif, donc c'est sur move.corsica. C'est ça. Pourquoi avoir choisi ce type de financement-là et surtout à quoi ça sert? Alors le premier but, c'est de trouver des fonds pour développer l'application, parce que c'est développer une application simple, intuitive, sécurisée, ça demande quand même des fonds assez importants. Et la deuxième chose, c'est de tester l'engouement des utilisateurs et de la population à ce type d'initiative. Et les retours qu'on a sur le terrain sont très nombreux. En tant que commerçant, en tant qu'utilisateur, on a au moins 100 commerçants à l'heure actuelle en peu de semaines qui sont partenaires du projet. Plus de 2000 préinscrits au projet d'application en tant que futurs clients, futurs utilisateurs. Et bien sûr, tous ceux qui ont mis la main à la poche pour le financement participatif sur moe.corsica ou corsicoin.com, c'est les deux sites, les deux adresses renvoient au financement participatif. Alors on ne peut pas évidemment s'empêcher de penser au Bitcoin. Antoine Belgodère, pouvez-vous nous aider sur ce point à comprendre ce qu'est le Bitcoin pour les non-initiés que nous sommes? Le Bitcoin, c'est quelque chose d'abord de très différent de ce qui est proposé ici par Corsicoin. C'est une monnaie virtuelle. Une crypto-monnaie, c'est ça? C'est ça, c'est une monnaie virtuelle, c'est une monnaie qui a été créée, si vous voulez, par quelqu'un qui a un pseudonyme. C'est ça, oui, on ne sait pas trop. On ne sait pas exactement qui c'est. Le nom, Satoshi Nakamoto. Voilà, mais c'est le créateur putatif, on va dire. Putatif. On pense que c'est un groupe d'informaticiens. Enfin, j'ai pas la réponse à ça. Mais vous savez, une monnaie, c'est n'importe qui peut facilement décider de créer une monnaie. Il se trouve que dans le cas de Bitcoin, ça a un petit peu marché au départ. Ça a beaucoup marché parce que ça permettait à des gens, surtout qui avaient des activités malhonnêtes, des trafiquants, des choses de ce genre-là, d'assurer des transactions sur des montants élevés. Parce que c'est pas traçable. C'est pas vraiment traçable. En tout cas, c'est un système décentralisé. On va peut-être pas rentrer dans le détail technique de la manière dont ça fonctionne, mais c'est décentralisé, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une garantie de la validité des transactions et en même temps, il n'y a pas l'équivalent d'une grande banque avec un serveur bien identifié physiquement qui garderait la trace de toutes les transactions et qui permettrait d'être en contact avec le fisc ou avec éventuellement les services qui traquent autre chose que les fraudes fiscales. Alors ce matin, le cours du Bitcoin était de... Alors pour un Bitcoin, nous avions en contrepartie 4 186,41 €. Donc c'est quand même juste énorme. Ça a pu monter jusqu'à 19 000 €, mais ça dévisse. Alors, il y a quelques mois, j'avais été invité sur votre antenne déjà pour... on me demandait si je conseillais aux gens d'investir dans le Bitcoin. Je le déconseillais fortement. Et voilà, j'ai eu de la chance, mais ça a été à peu près divisé par 2. Donc, je continue à déconseiller. Alors, Vincent, je ne vous demande pas si ça vous fait envie, la success story du Bitcoin. Quoique, vous avez projeté justement que le Corsicoin devienne comme ça une monnaie... à part entière, je dirais. Quelles sont les étapes pour y parvenir? Le projet initial, modestement, évidemment. Le projet initial, le projet actuel, c'est vraiment la monnaie locale complémentaire dématérialisée qui, elle, a un cadre légal complet.
Au départ, nous étions partis et nous espérons peut-être dans le futur faire une vraie monnaie virtuelle décentralisée qui a l'inconvénient actuel, comme le rappelait Antoine, d'être spéculé, d'être fluctuant, qui a des avantages donc de pouvoir finir virtuellement à zéro et qui peut atteindre des sommets comme l'a fait le Bitcoin en début d'année. Nous, l'important, c'est d'avoir une grande base d'utilisateurs, d'avoir plusieurs milliers, si possible dizaines de milliers d'utilisateurs. Avec une grande base d'utilisateurs, on peut espérer avoir une monnaie qui soit moins fluctuante que les monnaies virtuelles, comme le Bitcoin, comme l'Ether, et comme la plupart des monnaies virtuelles. Et l'idée, c'est de laisser le marché réguler la monnaie et pas d'avoir des structures qui la régulent. Alors tout ça, ça reste au conditionnel parce qu'il faut que ce soit encadré par la loi. Et nous, on milite et on espère que l'État français ou que l'Europe donne un cadre légal aux monnaies virtuelles de manière à pouvoir justement laisser le marché se réguler et que les utilisateurs puissent choisir les monnaies qui les intéressent, que ce soit l'euro, c'est-à-dire la monnaie légale à l'heure actuelle, des monnaies locales complémentaires ou éventuellement des monnaies virtuelles et de s'en servir comme un moyen de paiement alternatif. Vincent, pour le calendrier, vous espérez quoi, une mise en service ou en circulation plutôt à partir de janvier 2019, c'est ça ? Oui, on espère pour la monnaie locale complémentaire dématérialisée, donc le vrai Corsicoin, en début d'année. On a déjà une grande base d'utilisateurs et on avance assez rapidement sur les bases techniques. Marie-Jo, vous avez fait le tour un peu des monnaies locales. Il y a du bon, il y a du moins bon. Oui, mais il y a beaucoup de choses. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses. Effectivement, non, il y a vraiment, vraiment beaucoup. Et parmi les monnaies complémentaires locales ou régionales qui fonctionnent bien, eh bien, en France, il y a le SCHO. Le SCHO, c'est en fait une... oui, ça s'écrit ESK, mais on est au Pays Basque, en fait. Oui. Elle a été mise en circulation au Pays Basque en janvier 2013. Et elle connaît vraiment un réel succès. Alors, ce n'est pas la plus ancienne des monnaies locales, mais c'est celle, en tout cas, qui a connu le plus bel essor. À l'origine, c'était une monnaie papier. On a vu tout à l'heure les billets apparaître, dont l'unité aussi, et c'est pareil, c'est un SCHO, et le SCHO est à parité avec l'euro aussi. Comme ça, effectivement, on ne s'en mêle pas les pinceaux dans votre porte-monnaie virtuelle ou pas virtuelle. Alors, les commerçants qui acceptent cette monnaie, en fait, affichent un macaron rouge et vert, aux couleurs évidemment du drapeau basque. Mais finalement, ce macaron indique aussi que c'est un engagement du commerçant parce que finalement, tout ça, ça reste en local. On ne peut pas sortir cette monnaie du Pays Basque, de Bayonne et d'autres villes. Du coup, ça devient un véritable label. Quand vous avez ce macaron, on sait que c'est un label aussi de commerçants tout à fait impliqués. Et dès l'origine d'ailleurs de cette monnaie, eh bien, l'enjeu était de redynamiser l'économie locale et de défendre la culture et la langue basque. Ça, c'était clair. Alors, comme les particuliers ne peuvent pas reconvertir leurs euskos en euros, vous convertissez vos euros en euskos, mais après, vous ne pouvez plus que les dépenser, et que les entreprises, elles, ont le droit de le faire, mais avec une pénalité, enfin, disons, une commission de 5%, l'idée, c'est vraiment de dépenser cet argent, de le faire circuler et surtout dans des produits locaux. Alors ça fonctionne tellement bien qu'en mars 2017, l'association Euskal Moneta, qui organise tout ça, c'est toujours une association qui est derrière, vous nous l'expliquerez tout à l'heure, a lancé aussi un système justement de compte en ligne. Alors, toujours les petits billets en papier, mais aussi un compte en ligne. Et les utilisateurs pouvaient donc payer avec des cartes dans les commerces. Alors là, c'était un réseau assez particulier avec des terminaux fournis justement par Euskal Moneta. Mais ce nouveau moyen de paiement a effectivement été, libéré un petit peu les gens de ce papier qui est contraignant. Et du coup, l'essor a été encore plus fulgurant puisque là, c'était donc en mars 2017. En juin 2017, il y avait 580 000 euskos en circulation. Et en octobre dernier, ça avait dépassé le 1 million. Donc, vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire. Ah bah oui. C'est une monnaie qui, à l'heure actuelle, est utilisée par 3000 particuliers et près de 800 entreprises et associations. C'est un vrai succès et ça en fait la première monnaie d'Europe. Ah ouais. Enfin, monnaie complémentaire, hein, bien sûr. Derrière l'euro, derrière l'euro. C'est pas mal, hein. C'est extraordinaire. C'est pas mal du tout. C'est vraiment extraordinaire. Antoine, la question à 1 million de bitcoin. C'est beaucoup à 1 million de bitcoin. Je ne sais pas si vous avez en tête. Oui, tout à fait. Ouais. De 50-50 je prends. Alors, quel secret pour que ça marche, pour que les monnaies complémentaires marchent? Parce que là, Marie-Jo nous parlait d'un succès, mais
pour un succès, combien d'échecs, ou en tout cas de monnaies qui restent totalement confidentielles? Oui, en fait, pour savoir si une monnaie marche ou pas, une monnaie locale marche ou pas, il faut déjà se demander quel objectif on lui assigne. Oui. Et il y a une dizaine d'années, il y avait une grande mode autour des CEL, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, les systèmes d'échange locaux. On appelait ça les CEL parce que c'était un acronyme qui faisait penser à un grain de sel et ça évoquait le temps où on utilisait des coquillages, par exemple, pour faire des transactions. Et les systèmes d'échange locaux, s'affichaient aussi comme des monnaies locales. Et il y avait des tas d'objectifs derrière, des objectifs de changer la société, de ne plus polluer, de promouvoir également l'activité locale. Et très sincèrement, on ne peut pas dire que sur ces dossiers-là, le succès ait été fulgurant. On pourra parler un petit peu plus tard du côté soutien à l'économie locale, qu'il faut peut-être pas surinterpréter, qu'il ne faut peut-être pas exagérer, en tout cas à travers un dispositif qui soit purement monétaire. Alors justement, il y a un effet levier. Alors, si vous voulez, l'effet levier, dans le cas du Corsicoin, par exemple, si j'ai bien compris le projet, les commerçants seront encouragés à proposer des promotions, des baisses de prix pour les gens qui feront l'effort de passer par ce circuit-là. Donc c'est une opération qui peut tout à fait favoriser effectivement ces commerçants. C'est une opération marketing concertée entre plusieurs commerçants, plusieurs artisans d'un même territoire. L'erreur qui a été faite peut-être par les systèmes d'échange locaux il y a quelques années, c'était de se dire, à partir du moment où on donne à des gens des monnaies qu'ils ne peuvent dépenser que localement, alors du coup ils dépenseront localement. Et on inverse un peu la problématique en raisonnant comme ça. L'idée c'était de faire rester la monnaie le plus longtemps possible sur le territoire. C'est ça, exactement ça. Mais le problème avec ce raisonnement, c'est que ce qui se passe en réalité, c'est que dès lors que je souhaite, moi, au départ, dépenser une partie de mon argent auprès d'artisans locaux ou de producteurs locaux, alors effectivement, à ce moment-là, j'accepte une monnaie locale que je ne pourrais pas dépenser ailleurs. Mais une fois que j'ai saturé la demande que j'avais prévu initialement de faire auprès des commerçants locaux avec cette monnaie locale et que j'ai envie de m'acheter un meuble chez Ikea ou je ne sais pas, je sais pas ou une autre marque, c'est sorti comme ça, pardon. Et bien à ce moment-là, je cesserai d'accepter des paiements dans cette monnaie locale si je ne peux pas la convertir. Donc le soutien à l'activité locale, c'est pas le fait de faire une monnaie contrainte qui est en concurrence avec une monnaie qui a cours légal et qui elle peut être dépensée à tous usages. C'est plutôt des dispositifs de type marketing, de type on encourage les parties prenantes à baisser les prix, etc. Alors justement, Vincent, quel est l'objet du Corsicoin ? L'objet, pour nous, c'est de dynamiser l'économie locale à travers une communauté. Alors, ce n'est pas une communauté identitaire ou religieuse ou politique, c'est une ensemble de personnes qui veulent dynamiser le territoire de la Corse au sens large. Et avec un moyen numérique facile à utiliser, on n'en a pas parlé, mais l'utilisation du papier est une grande cause d'échec des monnaies locales jusqu'à présent, parce que ça demande une logistique très coûteuse en matériel, en humain. La version papier est falsifiable. De manière numérique, on élimine tous ces problèmes. Et on se retrouve avec une application qui serait facile à utiliser, fun, rigolote, que les jeunes vont facilement s'approprier, tout en dynamisant le tissu économique local, les petits commerçants, les professions libérales qui acceptent ces monnaies locales et qui vont le faire circuler autour d'eux de manière circulaire. Et qu'est-ce qui a convaincu les commerçants, les artisans d'accepter le Corsicoin ? Alors moi je suis un exemple vivant pour ceux qui me connaissent, je suis ophtalmologiste. Je n'ai pas de terminal bancaire de manière volontaire au cabinet parce qu'on m'avait proposé un pourcentage assez élevé de manière fixe de prélèvement. Et moi, je préfère, comme dans le cadre du projet Corsicoin, donner ce pourcentage en cas de conversion, par exemple, du Corsicoin en euros, de le donner à un tissu associatif. C'est un des volets du projet Corsicoin, c'est que les personnes ne sont pas enfermées dans la monnaie locale ad vitam aeternam. Les commerçants, les professions libérales peuvent convertir le Corsicoin en euros avec une petite contrepartie qui est de 5%, qui vise à soutenir le tissu associatif et donc apporter inversement des clients et apporter de la visibilité aux commerçants qui l'acceptent. Vos patients pourront vous payer Tout à fait. en Corsicoin. Parce que souvent les monnaies locales, on apprécie ça comme quelque chose comme une offre touristique un peu gentille, un peu superflue, mais là en l'occurrence ça pénètre vraiment tous les secteurs d'activité, y compris là en l'occurrence les professionnels de santé.
Ce qui est intéressant là dans le projet qui peut effectivement favoriser la pénétration, c'est deux choses dont vous avez déjà parlé. C'est le fait qu'il y a un adossement à l'euro. Le Bitcoin n'est adossé à rien, c'est-à-dire que, comme vous disiez tout à l'heure, il peut valoir 6 000 aujourd'hui et 0 demain. On n'a absolument aucune référence. Le Bitcoin, si j'ai bien compris, vous m'avez dit hors antenne tout à l'heure, chaque euro déposé pour acheter des Corsi Coins sera conservé sur un compte spécifique. Tout à fait. Ce ne sera pas une banque qui va utiliser cet argent-là. Tout à fait. Donc ça, déjà, c'est sécurisant, c'est une dimension sécurisante. Et puis, l'aspect auquel je pense que les gens sont effectivement sensibles, c'est le côté facilité et moyens de paiement, quoi. Aujourd'hui, les virements bancaires, même les paiements par carte, ça prend beaucoup de temps pour faire transiter l'argent d'un compte à l'autre. Et ce type d'initiative fait partie d'un ensemble d'initiatives de même type qui permettent de payer plus rapidement. Et ça, effectivement, ça peut être attirant et ça peut faciliter l'adoption. Vincent, très rapidement, on arrive à la fin de l'émission. La prochaine étape du Corsi Coin? La mise en production réelle de l'application et son adoption qu'on espère massive. On remercie tous les contributeurs de la plateforme de financement participatif Mo et on espère que tous nos éditeurs vont appuyer de manière même modeste notre projet et qu'un nombre important de commerçants va se signaler en tant que futur accepteur de cette monnaie locale complémentaire. Allez, l'appel est lancé. Oui. Antoine, quelle sera la prochaine monnaie post-Bitcoin? La prochaine monnaie post-Bitcoin, celle dans laquelle je vous conseillerais d'investir, celle qui est l'euro. C'est bien. D'accord. Bon. Oh, c'est triste. Non, mais bon. Non, alors je vais, si vous me laissez 30 secondes. Mais même pas. 10 secondes. Alors, 10 secondes, vous les avez. Alors, le pétro je ne conseille pas d'investir dans le pétro, mais c'est la monnaie que les Vénézuéliens veulent créer pour remplacer leur bolivar, qui connaît des taux d'inflation de 1 million de % par an en ce moment. Donc ce sera moins pire que ce qu'ils ont peut-être jusqu'à présent si ça marche. Mais je ne prétends pas que ce soit... Le pétro. Le pétro, on étudiera ça. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. Nous, on va se retrouver dans un instant pour la troisième et dernière partie avec le trio infernal de la culture, Xavier, Marcel et Dédé Paldage. À tout de suite.